pendant mes 13 années et demie d'officier de renseignement, alors que c'était pas moi, je m'occupais pas d'affaires de fric, mais dans les histoires d'armement, je sais bien un certain nombre de choses. Et quand avec Alfred Sirven, dans la cour de la prison de la santé, nous discutions à voix basse de nos petites expériences, il m'apportait des éclairages, parce que des fois il y a des décisions qui avaient été prises, je ne comprenais pas pourquoi. Lui, il me parlait des valises qu'il avait fait passer. Et des fois, il me disait on avait un marché terrible à faire, il y avait pas mal de pognon à prendre pour le RPR et le PS, et on ne sait pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Mais moi je le savais. Parce que derrière, on avait un engagement militaire qu'il fallait quand même pas que ce matériel nous retombe sur la gueule. Donc, on sait expliquer des tas de trucs. Et j'ai beaucoup sympathisé avec lui. C'est un Forban, et alors, est-ce que j'étais pas un Forban, moi? Mais c'est un honnête homme. Et c'est qu'il me disait, de toute façon, dans nos histoires, les cons, c'est nous, puisque c'est nous qui sommes dans cette cour, c'est pas les autres. Lui a fait ce... Alors, on l'a accusé d'avoir palpé au passage. Il m'a dit, mais j'avais pas besoin. J'étais tellement bien payé. J'étais pas assez con pour palper. Les rares fois où il a trimballé lui-même des valises de millions, c'est pas question qu'il manque un seul billet à l'arrivée. Sinon, il risquait de perdre une place qui était très lucrative. C'est pas lui le coupable. C'est tout le système financier qui a mis en place cette affaire. Où est-ce qu'on en est? Là, le monde actuel est contrôlé par des financiers. Alors, il y a des financiers islamiques, la Banque islamique de développement, par exemple. Elle a investi 50 milliards pour la lutte contre le sida en Afrique. Sur un projet sur 5 ans. Elle a commencé par faire fonctionner un laboratoire pharmaceutique qui fabriquait des trithérapies sans licence au Soudan. En été 98, parce qu'il y a eu 2 attentats sur Nairobi et Dar es Salaam, qu'est-ce qui se passe? Boum! Missile de croisière sur Ben Laden. Donc on en a tiré un par hasard, comme ça pour rire, histoire de calibrer les fréquences sur un camp en Afghanistan, et un autre au Soudan, puisque Ben Laden était soi-disant au Soudan à ce moment-là. Mais on a tiré sur cette usine chimique susceptible de faire des armes chimiques. Et non, on a pété le laboratoire. La Banque islamique de développement, c'est pas des cons. Ils n'ont pas de division. Donc, ils ont mandaté un autre laboratoire. Un laboratoire sud-africain. Le même qui, pendant des années, pendant les époques de l'apartheid, faisait les recherches que les Américains n'osaient pas trop faire chez eux. En biotechnique. Armes de guerre, tout un tas de saloperies sur les vaccins, etc. Avec l'apartheid, la fin de l'apartheid, les Sud-Africains ont dit terminé, faites vos conneries chez vous. Seulement, ce laboratoire a commencé à fabriquer des trithérapies sans licence. Ah ouais, non, mais on n'allait quand même pas bombarder l'Afrique du Sud de l'après-apartheid. Politiquement, c'était pas bon. Donc, les laboratoires ont essayé de passer par la voie légale et commerciale, les tribunaux. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le tribunal a rendu son arrêt. Il n'y a pas de brevet sur la matière vivante. Au plan international, nous n'admettons pas ça. Donc, nous ne condamnons pas le laboratoire qui continue. Moi, je me mets à la place du Sénégalais moyen, musulman ou pas, qui voit que depuis la colonisation, les dispensaires sont vides et qui voit revenir des médecins arabes sur ce coup-là et qui les soignent pour le sida, ben, c'est normal qu'ils soutiennent la conférence islamique. Il n'y a pas de problème. Il y a un autre point aussi. Sur le 11 septembre, très rapidement, nous avons vu que c'était des mensonges. Alors, il y a effectivement 2 avions qui sont tombés sur les tours. Je ne me penche pas sur l'affaire des tours. Ce qui m'intéresse, c'est celle qui est tombée le lendemain. La tour numéro 7, qui était une tour de la CIA. Je le sais parce que moi, quand j'étais officier de renseignement, j'ai été y travailler une journée complète au 1er étage. Et cette tour-là, il n'y avait aucune raison qu'elle tombe. Sauf peut-être qu'entre la CIA et le FBI, il y a des choses qui n'allaient pas. Hein? Parce que la CIA assure le trafic de drogue, ça assure des revenus importants par le trafic de drogue, et que le FBI lutte contre le trafic de drogue. Ils ont des raisons de ne pas s'aimer. Parce qu'il ne faut pas voir les États-Unis comme quelque chose de monolithique. En ce qui concerne le 11 septembre, au Pentagone, c'est un missile de croisière qui a frappé. Je ne vais pas m'étendre sur la démonstration. Alors comment ça a pu arriver? Un complot américain, oui, bien sûr. Les Américains ont été frappés le 11 septembre. Je ne vais pas prendre trop de temps. Il faut que je laisse du temps pour les questions. C'est expliqué dans le CD-ROM. Ce CD-ROM sortira sous forme de livre. Les Américains avaient besoin, pour des tas de raisons, de contrôler l'Afghanistan.
non seulement une histoire de pipeline, pour la CIA, une histoire de reprise de la culture du pavot, puisque les talibans l'avaient interdit, mais surtout, parce que le régime des talibans et le Pakistan avaient passé un accord avec la Chine populaire pour que des grandes caravanes routières en lourd amènent de la région de Shanghai, à travers le Xinjiang, du commerce, qui ainsi ne passait pas par les détroits, contrôlés par les Américains. Alors, quel commerce? Ça pouvait être des tas de choses, y compris de l'armement. En tout cas, des trucs qui voyagent dans des camions, et les satellites, quoi qu'on raconte, ne voient rien à travers la bâche des camions. Pour ça, il faut mettre des espions pour savoir ce qu'il y a dans les bâches de camions. Mettez donc des espions américains dans leur qualité technique actuelle, en pleine Chine ou en plein Afghanistan, non, rien à faire. Tranquille, les Chinois. Alors, voir arriver les Chinois dans cette zone où les Américains essayaient de s'implanter, vous pensez bien que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Alors, il y avait une occurrence qui arrivait, c'était la conférence de Durban sur le racisme. Ces conférences se préparent 2 ans à l'avance, avec des réunions de travail, des ambassadeurs, des spécialistes, des techniciens. Ensuite, régulièrement, on fait des points, et il y a des réunions plus plénières, qui préparent la grande réunion, celle où on va entériner des décisions qui ont été prises à l'avance. Et dans ce travail-là, un certain nombre de penseurs américains se sont dit, tiens, ce serait quand même pas mal qu'on fasse capoter cette conférence, parce qu'à ce moment-là, on est à peu près certain qu'il va y avoir une réaction contre nos intérêts. Et à l'époque, les penseurs de l'administration Bush pensaient que ce serait soit un pétrolier dans le Golfe Persique, soit une base militaire, je ne citerai aucune base de Dhahran en particulier en Arabie Saoudite, soit une ambassade, je ne citerai aucune ambassade particulière états-unienne à Sanaa. C'est à ça qu'ils s'attendaient. Pourquoi? Parce qu'à Sanaa, il y a l'armée de libération, l'armée islamique d'Aden. Elle est à Aden, et surtout tout le Yémen. Aden, c'est l'ancienne capitale du sud du Yémen. C'est la deuxième ville du Yémen. Pourquoi à Dhahran? Parce qu'à Dhahran, ils ont déjà eu des attentats islamistes qui leur ont fait 22 morts en 1997. Pourquoi des pétroliers dans le Golfe Persique? Parce qu'ils avaient déjà eu le USS Cole attaqué par l'armée islamique d'Aden. Et ils en avaient accusé d'ailleurs Oussama Ben Laden, le pauvre n'avait strictement rien à voir là-dedans, l'armée islamique d'Aden, c'est pas son truc, ils s'entendent pas avec lui. Et voilà comment on a mis sur pied tout un fantasme. Malheureusement, au sein de l'administration américaine, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ce que je vous ai expliqué. Depuis 1943, les administrations américaines ne sont plus l'émanation de la volonté populaire, mais l'émanation de lobbies que de plus en plus de gens dénoncent. Et pas seulement des gens de droite, et pas seulement des gens de gauche, non. Des gens de bonne volonté, des gens de bonne foi. Et on va se trouver dans ce complot dont moi j'avais déjà entendu parler depuis des années. J'ai travaillé avec la CIA et la DIA pendant 13 ans et demi quand même. Et les types, ils m'en parlaient. Quand ils faisaient les habilitations au secret pour les fonctionnaires de la défense ou les militaires, ils disaient, oui, vous comprenez, on est obligé de faire attention parce qu'il y a des gens qui complotent. Ils ont ce fantasme du complot. Savez-vous que la préméditation en américain juridique, ça se dit conspiracy, conspiration. C'est quand même marquant. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé. Sachant, parce qu'ils étaient bien placés dans l'administration Bush, que se préparait le torpillage de la conférence de Durban, il y a des gens qui en ont profité pour essayer de faire un coup d'État interne. Et, pour ce faire, ils ont pris contact avec des éléments de la branche dure de la conférence islamique. Ce n'est qu'après le 11 septembre, je vous explique tout ça dans le CD-ROM, ça paraîtra dans le bouquin, sinon on n'a pas le temps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme ils ont exploité le 7 décembre 1941, l'administration Bush, à mon avis, s'est largement fait surprendre par ce qui s'est passé. Ils ne pensaient pas être frappés sur les États-Unis. Et surtout, le fait que Rumsfeld, le 8 octobre, lors d'une conférence de presse, se coupe et dise aux journalistes, là, qui sont des journalistes, destinés à un journal internet qui est à disposition, normalement il est sur l'intranet de l'armée américaine, mais on peut y accéder. Il se coupe, et quand il veut défendre les services de sécurité, parce que toute la presse commence à poser des questions, il dit,
Vous comprenez, nous avons un pays qui est à la taille d'un continent, nous sommes une démocratie, on ne peut pas tout surveiller, on ne peut pas empêcher des terroristes, par exemple, d'envoyer 2 avions sur des immeubles, et, comme ça a été le cas pour ici, un missile, et un avion, il rajoute, et un avion. Ça reste 2 jours sur le site. Mais, très vite s'enlever. Parce que le site met le script de ça. J'ai récupéré le texte. Pourquoi? Parce que, quand au mois de décembre, il y a eu la grosse merde entre Rumsfeld et ses généraux chefs d'état-major, et que le général chef d'état-major de l'armée de l'air avait dit, si vous continuez, vous ferez votre guerre tout seul. Il a pris des menaces, il a menacé de déposer les gens. Et comme il y a des gens qui avaient fait des sites copies, eh bien, ça a été remis sur ce site-là. C'est resté 1 semaine, et on a récupéré les images. Vous pouvez l'avoir par le réseau Voltaire. C'est dans ses archives, puisque eux, ils ont plus de banques de données et de mémoire que moi, et que je travaille souvent avec eux. Voilà. Donc, si vous voulez, le missile, il y est. Et vous voyez un peu comment cette affaire s'est montée. Alors, les gens, les Américains, les financiers qui contrôlent les États-Unis, en ont pris prétexte pour se lancer dans une suite de guerres. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait? Après la guerre froide, il fallait continuer, justifier l'existence de l'OTAN. Pourquoi? Parce que ça permet de fabriquer de l'armement. Mais il faut savoir que l'OTAN qui s'est créée en 1949, c'est pareil, je rentre dans le détail dans le bouquin, a maintenant pratiquement toutes les capacités de l'ONU. C'est-à-dire que si l'ONU disparaissait, l'OTAN peut prendre le relais. Y compris, il y a un équivalent de l'UNESCO. J'ai travaillé à l'OTAN, je sais comment fonctionne le merdier. Ils ont une banque, qui est une banque de l'OTAN, qui peut faire fonction de banque mondiale. Et c'est avec l'argent de cette banque qu'on a payé les fabricants de drogue croates, qui avaient un manque à gagner, avec l'opération de l'IFOR en 1995-96. J'explique ça dans le crime de guerre à l'OTAN. Et ces bouquins-là, ça énerve les gens. Mais on n'a jamais pu les arrêter, on n'a jamais pu les interdire. Parce que je ne demande que ça, moi, puisque la presse fait le blackout sur mes écrits. Je ne demande qu'un procès. À ce moment-là, je sors à la Cour de justice mes documents. J'ai fini ma carrière avec 70 kilos d'argile. Mais du dense. Mon frère a mis ça sur des CD-ROM pendant que j'étais en tôle. Et jusqu'au moment où mes premiers écrits sont sortis, je vous garantis que je surveillais à droite et à gauche quand je traversais les rues. Maintenant, non. Ça va, c'est tranquille. Donc vous voyez dans quelle situation on est actuellement. Et pourquoi? Eh bien parce que le système capitaliste, qui n'est pas mauvais en soi, a été dévoyé par un certain nombre de gens. Et je voudrais, et ça va être ma conclusion, que vous pensiez à 2 chiffres. Actuellement, par tranche de 24 heures, chiffre de juin 2001. Et ça n'a pas baissé. Et le différentiel est le même. Il y avait, au mois de juin, entre 1300 et 1500 milliards de dollars qui s'échangeaient en titres sur toutes les places boursières mondiales pendant 24 heures. Chiffre complètement abstrait. Qu'il faut rapporter à un deuxième chiffre. Dans la même période de 24 heures, s'échangeaient sur Terre en biens et services réels et existants entre 18 et 30 milliards de dollars. Ça veut dire que les 1500 milliards de dollars, puisqu'il n'y a plus de monnaie appuyée sur de l'or ou sur un étalon, s'appuyaient sur 30 milliards. Vous comprenez bien qu'il va falloir passer à la caisse. D'autant plus que quand on veut investir dans un pays sous-développé, pour un projet de 40 milliards, ils disent d'accord. Bon, d'accord, on signe, donc lundi on commence, non. Donc on signe, et quand les 40 milliards seront dans notre banque centrale, vous commencerez. On ne peut plus faire de la cavalerie. Les lignes informatiques ne servent pas. Surtout quand on travaille avec des Russes, dont beaucoup sont des mafieux. Non, il faut les valises de billets. Il faut que les conteneurs aillent de telle banque à telle autre. Et là, il y a un tel découvert qu'il faut trouver moyen de refinancer les systèmes. Or, quand on fait une guerre, on ponctionne dans les caisses de l'État, donc dans la poche des contribuables, ça rentre dans les sociétés dont on est propriétaire, et on touche les dividendes. Voilà où on en est. Et c'est pour ça que la bourse remonte depuis qu'on est sûr qu'effectivement le vrai merdier a commencé en Irak. Voilà, j'arrête de façon à laisser la place